je pense qu'il faut qu'on reprenne le pouvoir en France et rapidement parce qu'on est dirigé par des gens qui sont pulsionnels. Ça, on le savait depuis l'affaire Benalla, qui n'hésitent pas à faire usage des moyens de l'État pour dégager leur pulsion de violence et je ne sais quel ressenti qu'ils peuvent avoir. On est dirigé par des personnes qui sont acculturées, qui sont généralement très suffisants et assurés de leur propre intelligence parce qu'ils ont réussi un concours à 22-23 ans qui en général est d'une médiocrité extraordinaire. Ce sont des gens qui ont été aveuglés par des réseaux de pouvoir qui fonctionnent de façon entrelacée. Là, on en parlait d'un, mais je veux dire, en France, il y a des systèmes oligarchiques que j'ai décrits dans Crépuscule qui vous adoptent et qui font qu'ensuite vous allez avoir des miroitements dans la presse qui vont faire de vous un être extraordinaire et immune à l'erreur et à la défaite. Et ça génère en fait des formes de psychopathologie graves comme celle d'Emmanuel Macron. Non pas que j'essaie de faire un diagnostic clinique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une situation où nos dirigeants et tous les citoyens un peu de bonne foi, et pas les énervés qu'on peut voir sur certains réseaux, voient bien qu'on a des dirigeants qui disent blanc ou noir alternativement, qui s'amusent à allumer des feux et qui ne savent plus du tout comment les éteindre et qui rendent responsable on ne sait qui à chaque fois quand ils commencent à prendre de façon trop importante. J'ai pris le temps il y a quelques jours d'avoir une très longue discussion avec Alexander Dugin, qui est un des philosophes les plus influents. D'ailleurs, je profite pour dire à notre audience, allez sur la chaîne de Maître Branco, vous avez Alexander Dugin parle français de façon limpide, et vous avez cet excellent échange. Alors, c'est un penseur influent en Russie, mais certains commentaires malheureux ont été faits à son endroit. Il n'a en fait jamais rencontré physiquement Poutine, mais ça reste quelqu'un d'extrêmement influent et de supérieurement intelligent, il faut bien le dire, qui en plus a, sur le plan littéraire, ce pathos russe, puisque tout dernièrement, les services ukrainiens ont assassiné sa fille, qui était le soleil de ses jours, et ça se ressent bien sûr dans son pessimisme d'ordre général. Mais c'est un géopolitologue remarquable, je vous encourage à aller voir cette interview. Et j'aimerais, Maître Branco, je serais ravi de recevoir Alexandre Dugin sur cette chaîne également, vous pouvez lui faire savoir. Oui, et j'en parlais pour dire que tout ce travail d'approche, y compris face à des idéologies qui peuvent avoir un rapport conflictuel à nos terres, à nos intérêts, qui peuvent d'une certaine façon vouloir soit les minorer, soit quelquefois les écraser. Je ne pense pas que ce soit le cas de ce monsieur, mais de façon générale, c'est un travail qui n'est plus du tout fait depuis très longtemps par non seulement nos dirigeants politiques, mais aussi par notre diplomatie et notre appareil d'État de façon générale. J'ai été très frappé quand j'ai eu à défendre un certain nombre de clients face à la DGSI lorsqu'ils étaient placés en garde à vue et qu'ils étaient interrogés par celle-ci, de voir l'approche absolument hostile qu'ils avaient à l'égard d'un certain nombre d'États, dont la Russie, c'est-à-dire qu'ils les considéraient de facto comme étant des ennemis au sens juridique du terme, c'est-à-dire auxquels on aurait déclaré la guerre. Il y avait vraiment des dynamiques comme ça qui... On peut reprendre au vol là-dessus. Vous pensez que ce dédain est culturel ou qu'il est hiérarchique? C'est-à-dire que la DGSI en a reçu l'ordre. Ou bien est-ce que vous pensez vraiment que ils l'ont sous la peau maintenant, culturellement? Bon, je pense que nos services de renseignement n'ont jamais été à la hauteur, par exemple, du GRU ou du FSB, qui ont gardé une culture d'État qui a été construite à travers l'appareil communiste au XXe siècle. C'est ce qui, en fait, je pense, explique la paranoïa que l'on a à leur égard. On a très peur d'eux parce qu'on n'est pas du tout armés comme eux. Vous voyez, nous, en fait, c'est un peu des assemblages de briques et de brocs qui n'ont pas du tout cette transmission qui a fini aujourd'hui par trouver une forme de syncrétisme entre les héritages bolcheviques, tsaristes, avec la Tchéka auparavant, et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve dans une situation en France où on a une des meilleures polices politiques au monde, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, qui s'est construite sur l'héritage de Fouché et qui, sur 2 siècles, en fait, a construit en fait un maillage très fin du territoire qui avait été partiellement déstabilisé par la création de la TCRI et puis de la DGSI, ce qui a amené notamment à la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment d'aveuglement. Vous l'avez défendu aussi, je crois. Énormément. Et j'ai vu en fait la chance qu'on a eue à ce moment-là de faire pouvoir s'entendre la parole du peuple français sans qu'il y ait d'entrave et d'intervention de la part des services de renseignement qui ont de tout temps eu une nature fondamentalement politique dans notre pays. Par rapport à l'international, on a des défaillances graves. Il suffit de voir le nombre d'attentats qu'on a connus sur notre territoire, même si encore une fois c'est quelque chose qui a touché d'autres pays. On a été particulièrement ciblés, et on a été particulièrement ciblés non seulement du fait de défaillances de notre appareil d'État et de renseignement,
mais de son accouplement, une absence de vision et de pensée de la part de nos dirigeants. Parce qu'il serait facile aujourd'hui de rendre responsables exclusivement ces individus sans réfléchir de façon plus large au mouvement auquel on est confronté. Et quand on voit la réaction de la classe politique française à l'égard de ce dernier épisode, y compris des personnes qui m'ont nourri, c'est-à-dire que moi j'ai été construit intellectuellement sur les questions diplomatiques et de relations internationales sur trois piliers. Mon expérience à la Cour pénale internationale et ensuite au Quai d'Orsay, mes expériences internationales que vous avez décrites à Yale, au Max Planck et ailleurs, et Dominique de Villepin, que j'ai eu la chance de rencontrer très tôt, et avec qui Dont la prise de parole sur l'Ukraine a en effet troublé. Autrement, tout dernièrement, il était encore extrêmement populaire, désigné comme l'un des hommes politiques les plus populaires en France. Et puis là, en effet, il semble s'être aligné directement sur le vécu ostentatoire. Et sur une disposition européiste, et j'aime pas utiliser les ismes comme ça de façon dénigrante, mais en tout cas très ancrée dans l'Union européenne, qui me semble penser qu'il est en train d'entrer en décalage avec l'histoire ce faisant. Et ce que je peux comprendre, je peux comprendre que Dominique n'a pas vécu ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. C'est-à-dire, moi j'ai passé ces 10 dernières années à labourer la France, à aller défendre des personnes qui étaient persécutées, notamment à partir de 2017 par ce pouvoir judiciairement, y compris devant des petits tribunaux, à chaque fois qu'on me le demandait. Et j'ai vu à quel point on était en train de gangréner ce territoire, ce pays, à travers un fonctionnement bureaucratique et qui n'avait aucun sens, qui était celui de l'Union européenne. Dominique de Villepin avait eu ce regard. À un moment donné, parce qu'il a vu le passage de l'Union européenne de 15 à 27. Il était au pouvoir, et moi j'avais eu des échanges avec lui où il me racontait comment, c'est même pas d'un point de vue idéologique, c'est en termes de prise de décision, la chose a tout de suite commencé à dérailler. Les réunions devenaient interminables, il y avait la capacité à prendre des décisions, c'est ce qui a expliqué ces longues réunions, parfois sur 2 jours, 3 jours, en pleine crise, où tous les chefs d'État étaient accaparés et laissaient du coup leur terre et leurs États à l'abandon entre-temps, des choses qui ne sont pas reproductibles et qui ont provoqué la crise de 2011, donc la surcrise des subprimes de 2008, qui ont provoqué la crise migratoire et qui ont provoqué évidemment l'impéritie dans la gestion de la crise du Covid. Et donc on voit bien qu'il y a un appareil de pouvoir qui n'est pas fait pour gérer ces crises-là, et je suis très surpris et déçu qu'il embraye en fait sur les discours actuels pour prétendre que la solution serait cet appareil géopolitique qui par ailleurs crée des conditions apoplectiques, c'est-à-dire que on ne va pas engager le feu nucléaire s'il y a demain un incident dans les pays baltes entre les pays baltes et la Russie. Ça n'a aucun sens, et je pense que Bien de le rappeler. Nos médias ne l'entendent pas de cette oreille. Véritablement, tout le monde nous parle de déclencher le feu nucléaire. C'est devenu quelque chose qui s'est banalisé dans le discours, dans les médias français et pas seulement, dans les médias anglophones aussi. La question du feu nucléaire s'est banalisée. D'ailleurs, on a même en France, à la Poédie, une commentatrice pro-ukrainienne qui a dit « Mais oui, bien sûr, il faut bombarder Moscou, ça y est, c'est à une heure de grande écoute. » Et justement, je vous reprends au vol sur ce point-là, parce que vous parliez de souveraineté. Or, le nouveau chancelier Merz vient de déclarer qu'il souhaitait que le parapluie nucléaire français fût consacré à toute l'Union européenne, alors que c'est nous qui le payons. Et Emmanuel Macron lui a donné totalement raison. Il dit que oui, nous devons lancer les discussions sans démocratie aucune, sans vote, sans référendum bien sûr. Quand je disais vote avant référendum, je parlais éventuellement des chambres, mais sans ça, il n'y aura ni chambre ni référendum. La possibilité donc de mettre le parapluie nucléaire français à la disposition de toute l'Union européenne, en se demandant bien qui aurait le droit d'appuyer sur le bouton rouge. Alors, je voudrais avoir votre analyse là-dessus. Et au-delà de ça, enfin, je veux dire, on a un pays qui s'effondre. Il y a un moment donné où c'est là où on revient sur la question de la psychopathologie. On est dans un pays où les urgences laissent mourir des gens sans être soignés, où le niveau de l'éducation est en train de chuter, où les questions de sécurité deviennent infernales. On a quasiment 81 000 personnes, pardon, pas sous écrou. On a plus de 100 000 personnes sous écrou et 81 000 personnes détenus. C'est un record historique. On en était à 40 000 il y a 40 ans. On est dans des dynamiques d'effondrement civilisationnel et Attendez, il faut que je digère ce chiffre, pardonnez-moi. On a doublé la population carcérale per capita en France, c'est ça que vous dites? Et à partir, c'est par hasard, je pense que le point de bascule, il faudra vérifier. Moi, je pense qu'en tout cas, un des facteurs importants, ça a été l'approche qui a été insérée par Robert Badinter dans le fonctionnement de la justice française,
qui s'est éloigné du fait et qui s'est rapproché de la personnalité. C'est-à-dire qu'on est revenu en fait à une dynamique inquisitoriale, de façon inconsciente, ces gens ne le pensent pas, qui consistait à faire le procès de la personne à chaque fois plutôt que de l'acte qu'il avait commis. Et donc en fait, en ce faisant, le rapport au droit est devenu mou. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de catégoriser de façon stricte un acte, une infraction était commise, une sanction était mise. Non, on a commencé à se dire oui, il y a ça qui s'est passé, mais qui êtes-vous? Or, on va sonder les âmes, c'est un délire, c'est un délire du tribunal inquisitorial. Or, c'est ce à quoi on est confronté au quotidien en France avec des magistrats qui, le plus souvent, n'ont pas les plus grandes qualités psychologisantes ou psychanalysantes parce que, par ailleurs, ils sont comme nos dirigeants actuels, des anciens gamins qui n'ont pas mûri parce qu'ils ont été des premiers de la classe, qui ont passé un concours très tôt, qui n'ont pas eu d'expérience de vie très importante et qui, à partir de 23 ans, 25 ans, ont commencé à décider de la vie d'autres personnes, sans avoir eux-mêmes eu à avoir des responsabilités. Et donc on se retrouve dans ce système aberrant qui génère un grand rejet au sein de la population française aujourd'hui. Et je vous prends cet exemple enfin, c'est pas un exemple, mais en tout cas, c'est un des facteurs explicatifs importants qui n'est pas du tout regardé par nos décideurs, parce que on le voit avec la nouvelle génération de politiciens. On avait déjà un problème avec les énarques qui n'étaient pas appréciés. La génération suivante, elle, n'a même pas eu à exercer des responsabilités au sein de l'État. Ce qu'on peut comprendre parce que l'État s'est tellement réduit. J'avais eu un échange, par exemple, avec l'ancien PDG de Saint-Gobain. Il était très important pour une raison importante, M. Beffa. C'est qu'au-delà de cette fonction, il avait été patron de ce qu'on appelle le corps des mines. Le corps des mines, c'est donc un des corps de sortie quand vous faites Polytechnique, qui est l'école la plus puissante d'ingénieurs et plus généralement scientifique en France avec l'école normale. Et quand vous avez une ambition particulière au sein de ce système, une fois que vous êtes rentré à Polytechnique, vous avez un classement de sortie qui va déterminer si vous pouvez accéder à ce corps. Et si vous pouvez accéder à ce corps, vous allez avoir un parcours tracé qui va vous amener à faire un cabinet ministériel, puis ainsi de suite, et qui, en fait, va vous permettre très rapidement d'avoir des fonctions de direction au sein des grands systèmes industriels et des grandes entreprises du CAC 40 en France. Et donc, le corps des mines, c'est une forme, être patron du corps des mines, c'était une façon d'être, quelque part, être un des DRH de la République, qui allait distribuer, c'est un peu ce qui s'est joué à l'IGF avec Emmanuel Macron, l'inspection générale des finances, qui est un peu l'équivalent du corps des mines pour les énarques, qu'il était, avant que Macron décide de tout remettre en jeu, parce qu'en général, on aime bien être le dernier dans ce qu'on a fait, et ce qui lui avait permis très tôt de séduire quelques vieux, comme il a toujours sait faire, comme Jean-Pierre Jouyet, qui était justement lui-même le patron de l'IGF à un moment donné, et de faire sa propulsion à côté des réseaux Attali, ce dont on parle beaucoup moins. Mais passons. Beffa, donc cet ancien patron de Saint-Gobain, m'avait raconté qu'à 26 ans, il était patron de l'approvisionnement de la France, de la direction qui était chargée de l'approvisionnement de toute la France. Et donc, en fait, il avait très tôt eu la main sur quelque chose qui, à l'époque, était un secteur dirigé par l'État. À savoir s'assurer qu'on allait avoir suffisamment de gaz, de pétrole et ainsi de suite, de matières premières, pour alimenter les industries, aussi les foyers français en électricité, en énergie et autres. Et à 30 ans et quelques, on lui avait proposé de devenir PDG de Total. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là ont tellement privatisé pour s'en mettre plein les poches, je la fais courte, il y a eu d'autres facteurs, mais bon, on n'acquiert plus d'expérience à travers ces parcours. Donc on est obligé de basculer très vite vers les puissances privatisées ou les puissances privées, comme l'a fait Emmanuel Macron, qui fait partie de la génération suivante, avec Rothschild, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Et donc, d'ailleurs, à ce sujet-là, juste, on rappelle l'analyse et la critique qu'avait faite Arnaud Montebourg sur la privatisation de la France, ce que Pierre-Yves Rougeron, qu'on salue, avait déclaré comme le prix de la passe, parce que c'était vraiment ça. Alors, Arnaud Montebourg ne l'avait pas déclaré comme ça, mais il avait donné un prix, à savoir 10 millions d'euros pour privatiser des fleurons français. En ce moment, on parle de la privatisation d'un nouveau fleuron dont j'ai oublié le nom, qui rentre en jeu dans la propulsion, peut-être que vous vous en rappellerez, de la propulsion d'avions de chasse notamment. Et est-ce que vous pensez justement que c'est cette déliquescence sociale, après on reviendra sur vraiment le sujet nucléaire parce que c'est crucial, mais est-ce que vous pensez que c'est cette déliquescence sociologique qui a mené à ça au fond, qu'avant on avait des énarques et des serviteurs de l'État qui n'auraient jamais pensé une seule traître seconde à privatiser un fleuron national pour 10 millions?
Oui, il y a eu la rupture quasiment anthropologique des années 80, qui consistait justement à se dire, mais en fait, on peut le faire, tout sous fond de rivalité, de pseudo-rivalité entre la droite et la gauche, et au sein de la droite, entre la droite libérale et la droite néo-gaulliste, donc entre Chirac et Balladur. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres de clans qui faisaient qu'il fallait débloquer des ressources pour séduire l'intelligentsia parisienne, pour la faire nous soutenir, financer ses forces politiques, et ainsi pouvoir engranger ensuite du capital de sympathie au sein des électeurs, à une période où, rappelez-vous, la seule façon de rentrer en contact avec la population française était de passer à travers des médias qui étaient contrôlés par ces oligarchies, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, mais qui était déjà de façon, enfin qui à l'époque était un vrai verrou. Et donc vous étiez obligé de participer. Donc il n'y avait en fait qu'une corruption généralisée avec la distribution de ressources au sein de ce système. Mais donc il y a eu cette phase-là. Donc après il y a eu la phase des hauts fonctionnaires évidés, donc sans expérience, sans avoir de véritable responsabilité. Donc c'est l'exemple de Emmanuel Macron. Donc on voit bien que c'est quelqu'un enfin, oui, qui a une forme de vide qui l'habite. Et ensuite, on est passé à la phase suivante, naturelle, puisqu'on rentre dans des pentes de dégénérescence, à ceux qui, là, n'ont même plus d'emploi. Donc, c'est Gabriel Attal, c'est Jordan Bardella, ces personnes qui n'ont même pas eu à travailler de leur vie, qui ont tout de suite été absorbées par le système pour essayer de le régénérer, et qui donnent des... c'est des fusées oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... qui se brûle en fait à une vitesse extraordinaire. On a vu comment l'hypothèse Bardella s'effondrait le temps d'un entre-deux tours aux dernières législatives. C'est des surfaces qui peuvent être soutenues un temps par toute l'architecture oligarchique, toute la puissance médiatique, mais qui, dès le moment qui se confrontent à l'épreuve du feu, justement, eh bien, se retrouvent pour ce qu'ils sont, des sortes de post-adolescents qui n'ont pas de capacité à prendre des décisions. Et or, aujourd'hui, on est habité soit par cela, et c'est pas un hasard, c'est soit vraiment des sortes de fabrications oligarchiques toutes neuves, parce qu'ils ont bien vu que la seule façon de faire croire à, c'est qu'on n'ait pas eu suffisamment de temps pour se rendre compte de l'imposture, un peu ce qu'ils avaient fait avec Macron. Ou à l'inverse, des personnes qui commencent à toucher au troisième âge, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Dominique de Villepin, ainsi de suite, donc 73 et 71 ans, donc, sauf erreur de Même ma part. Bayrou, notamment. Bayrou, voilà. Mais l'entre-deux n'existe pas parce que l'entre-deux correspond au vide qu'a traversé ce pays au sein de sa direction et dont on est en train de payer en tant que peuple les conséquences aujourd'hui. Et cet écart générationnel produit d'un côté une absence de capacité à gouverner pour les plus jeunes et pour les autres des restes admirables et magnifiques, l'éloquence, la culture d'antan de personnes comme ceux que j'ai cités, Dominique de Villepin, enfin pas Bayrou du coup, mais même si Bayrou a cette culture, mais visiblement a de plus en plus de mal à la montrer, L'éloquence on se demande pourquoi. Voilà, c'est ça. Mais qui ont des logiciels datés. Oui, et on les voit en fait aujourd'hui apporter des réponses très confuses à la crise actuelle. Je ne parle même pas des nouvelles égéries avec la dialectique Zemmour-Knafo. Je trouve ça fascinant parce que vous voyez en fait toute cette... tant qu'il s'agit de jouer avec les passions funestes qui peuvent traverser toute population, tant qu'il s'agit de faire mine, de vouloir faire la guerre à l'Algérie et de donner l'impression que tous les problèmes de la France naîtraient de quelques influenceurs hystériques ou de dégénérés qui essaient de s'attaquer à notre peuple. Que Macron a reçu, que vous signaliez, que sans le déclarer de cette façon, mais en filigrane, vous nous rappeliez que peut-être que l'ambition idéale, ou en tout cas le placement, ou le conseil d'orientation idéal pour Macron aurait dû être sous-préfet de la Île-et-Rose. Il a quand même fait des stories justement avec des influenceurs pour parler du paiement par téléphone mobile sur les autoroutes. Donc d'un côté on parle de lutter contre l'influence en effet de pays du Maghreb, et puis de l'autre on les reçoit parce qu'il n'y a rien de plus important et plus prioritaire dans les affaires de la France que de déclarer à un influenceur algérien en l'occurrence qu'on va pouvoir enfin payer les autoroutes par téléphone. Donc cette espèce d'ambiguïté, est-ce qu'elle vient aussi d'un trait psychologique ou est-ce qu'elle est calculée? Moi, je pense qu'elle est démonstration d'insignifiance, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'ils sont silencieux aujourd'hui, tous ces gens-là. Là, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, je parle de ceux qui, derrière, ont essayé d'embrayer, que ce soit M. Retailleau, Mme Knafo ou M. Zemmour. Je veux dire, on est quand même... c'est le moment de prendre la parole. Il y a un moment où il faut expliquer, rassurer, exposer sa vision géopolitique. Sauf qu'ils n'en ont pas, ils sont pris au piège, ils ont peur de se tromper. Alors, Jean-Luc Mélenchon cafouille, Dominique de Villepin se trompe.
Et eux se taisent parce qu'ils ont peur d'être l'un ou l'autre. Enfin, au moins, les deux premiers avaient un courage, et les troisièmes, eux, alors tout d'un coup, je sais pas, vous étiez à Washington, vous étiez en train de vous mettre en scène, je pense à Sarah Knafo, parce que c'est important, Sarah Knafo, c'est la nouvelle coqueluche oligarchique là, qui essaie de séduire et d'amener dans le mur une Alors, partie par du public oligarchique, vous souverainiste. entendez précisément Bolloréenne, j'imagine, ou quelque Ouais, chose. voilà. Mais pas que, parce que à travers, je veux dire, c'est quand même une fonctionnaire de la Cour des comptes qui a passé. Donc la Cour des comptes, je pense qu'il y a une vidéo magnifique que je recommande à vos auditeurs de François Hollande qui racontait, quand il était lui-même à la Cour des comptes, comment il pouvait gagner de l'argent sans ne rien faire, en gros. C'est-à-dire qu'il montrait ses différents niveaux de salaire selon le nombre d'heures qu'il travaillerait par semaine. Et Sarah Knafo, ce qui est paradoxal enfin, et très ironique pour une institution qui est censée contrôler la bonne utilisation des deniers publics, et Sarah Knafo a passé toute sa période là-bas, en fait, à faire du Macron, c'est-à-dire tenter de séduire l'ensemble des élites politiques, médiatiques et économiques françaises en sous-main, dans le petit Paris, sans se montrer dans un premier temps. Ça l'a fait aller, mais vraiment, je pense que ça fait que même Alain Soral dit avoir couché avec elle, puis avec Zemmour, puis, enfin, vous voyez, J'avais toute raté sorte ça. Non, j'avais raté d'incohérence. cette. D'accord. Mais Ok. c'est dire, enfin, vous voyez, Ataline, tout le monde a essayé un peu elle s'est mise dans la roue de tout le monde, et au moment opportun, elle Ah, pardon, mais ressurgit. Attali Alain Soral, c'est un grand écart que j'avais pas vu venir. Voilà, qui vous fait penser à qui? Qui vous fait penser à Emmanuel Macron, qui a joué exactement aux mêmes gammes très étendues, qui consiste à aller de Philippe de Villiers au Parti Socialiste et à SOS Racine. Enfin, oui, c'est cette même dynamique avec les mêmes ressorts. Et qui donc, pourquoi est-ce que je parle d'elle et pourquoi est-ce que je pense à elle? Elle était à Washington la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Elle nous l'a bien montré de façon bien insistante. Sa photo opération qu'elle a dû payer très cher avec Monsieur Milei pour Oui, montrer qu'elle elle était. a en effet payé, ouais. Voilà. Comment ça se fait qu'on ne les entend pas? Enfin, moi, si je vais à Washington, de la même façon que quand je discute avec Dugin, c'est pas pour me mettre en valeur politiquement sur la scène intérieure et essayer de construire un profil. C'est pour essayer d'en saisir, d'en tirer quelque chose qui va me permettre de comprendre comment fonctionnent les dynamiques internationales et du coup ajuster mon regard et à partir de là énoncer une position qui soit dans l'intérêt de mon peuple. C'est pas pour aller voilà, alterner entre. Vous voyez, c'est un peu comme leur visite au salon de l'agriculture. Enfin, vous voyez, c'est cette sorte de ritualisation qui tourne à vide, qui n'a plus pour vocation que d'envoyer des signaux et non pas d'en profiter pour comprendre, saisir, approfondir et évidemment faire ce qui est très difficile, c'est-à-dire dans une position asymétrique où vous êtes un pour diriger potentiellement les destins de 67 millions de personnes, percevoir toutes les infractuosités et complexités du réel. Mhm. Et donc là on a oui, pardon, et donc je finis peut-être là-dessus, on a une scène politique qui se délite, qui se montre incapable d'un minimum de cohérence, qui se montre aussi incapable d'un minimum de coordination. Ça, c'est aussi significatif, c'est comme des enjeux fondamentaux. On aurait dû débattre en profondeur de ces questions de façon à essayer de trouver un alignement commun, ou en tout cas majoritaire au sein de la population française, qui permettent à celui qui aura à prendre des décisions aussi fondamentales que celles qui devront être prises dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de se prévaloir de cette, sinon harmonie, de ce soutien, et d'avoir construit un appareil doctrinaire. Aujourd'hui, on est nulle part, et il y a de quoi être effrayé, monsieur Aberkan, parce qu'on joue non seulement avec les vies des Russes et des Ukrainiens aujourd'hui, mais évidemment avec les nôtres, avec celles de nos enfants. Et en cela, M. Trump a eu parfaitement raison de le rappeler en ces termes à M. Zelensky. On ne parie pas sur une troisième guerre mondiale, on ne parie pas sur les vies de millions de personnes. C'est ce qui a été dit également par Viktor Orban de Hongrie, puisque toutes les voix européennes n'ont pas été totalement identiques. On a bien sûr celle de Fico, Calin Georgescu, là aussi ça serait intéressant d'avoir votre avis de juriste, est encore déposée aujourd'hui par la Cour constitutionnelle de son pays, la Roumanie, alors que des manifestations spontanées, je dis bien spontanées, puisqu'il il existe sans doute encore des influences, notamment de la fondation Open Society de George Soros, pour au contraire inciter à son éviction. Mais là, il y a des manifestations qui encouragent son éviction, encouragent l'application du droit et du vote des Roumains. Donc, les trois pôles, pour l'instant, Calin Georgescu ne peut rien faire, il n'a pas les pouvoirs de l'État. Fico a connu une tentative d'assassinat, qui est tout à fait, évidemment, sordide et sombre. On peut y voir peut-être la main de la CIA.
Et puis Viktor Orban a eu cette phrase, ce sont les hommes forts qui font la paix, les hommes faibles, eux, entrent facilement dans la guerre, ce qui est tout à fait exact. Et là, c'est là-dessus que je voulais aussi que nous rebondissions. Au fond, Trump a dit, nous voulons la paix. Nous voulons, mais